Bonjour à tous, nous voici à nouveau réunis pour une nouvelle émission de Face à Face. Aujourd'hui, je suis un peu ému en faisant cette émission. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous connaissez ma passion pour les médecines qu'on appelle alternatives, mais qui n'en sont pas vraiment. Cette passion, je la dois à mon invité, que j'ai rencontré pour la première fois il y a près de 20 ans. Cela fut un véritable choc, car avant, j'étais dans le circuit classique de la médecine occidentale. C'est devenu un ami. Et si je devais vous raconter ce que je sais de lui, j'aurais besoin d'une émission de 20 heures. Je suis très heureux d'accueillir Marc Sapriel, docteur en médecine chinoise. Bonjour Marc. Bonjour Sylvano. Alors Marc, tu peux te présenter un petit peu, nous dire ton parcours et qu'est-ce que c'est un docteur en médecine chinoise? Eh ben voilà, je vais tout vous expliquer. Bon, un docteur en médecine chinoise, c'est quelqu'un qui a fait un doctorat. Et le doctorat, on ne le fait pas en France, ça n'existe pas. Je l'ai fait à l'université de Nankin. Donc, je suis docteur en médecine chinoise parce que j'ai soutenu une thèse il y a une dizaine d'années à Nankin sur le cancer du sein. Voilà. Maintenant, mon parcours, c'est un vieux parcours. Hein. Je suis un ancien dans la profession. J'ai toujours eu une attirance pour la médecine, mais pas la médecine occidentale. D'ailleurs, quand j'étais petit, même quand j'avais 11 ans, mes copains m'appelaient le docteur. C'est pas parce que je jouais au docteur, c'est que je faisais des choses terribles. J'attrapais des petits animaux, et puis j'invitais mes potes, je faisais des séances de chirurgie. C'est-à-dire? J'ai un peu honte de dire ça. C'est-à-dire, j'arrivais, donc j'avais des petites bestioles, je les endormais avec du chloroforme, j'appelais mes potes, regardez les gars, j'ouvrais le ventre, regardez, là, il y a le foie et les intestins, voilà, vous voyez le cœur qui bat, là, et patati patata et tout ça. Tous les copains étaient ébahis. Bon, vous avez vu, bon, maintenant je vais recoudre. Alors j'ai une épingle, puis du fil à coudre de ma mère, là, je recousais ça. Et puis voilà, et puis je relâchais la bestiole, puis évidemment elle crevait, quoi. Bon, alors je ne suis pas trop fier d'avoir fait ça. Je faisais ça quand j'avais 11 ans. Après, bon, j'avais toujours vraiment une vocation, quoi. Mais j'avais pas envie de faire de médecine occidentale que je trouvais trop violente, trop invasive, comme je le faisais avec les petits animaux, là. J'étais à la Bibliothèque nationale, j'avais un petit boulot, hein. Et il y avait des tas de bouquins qui passaient entre mes mains. Et j'ai lu le premier livre sur l'acupuncture à l'époque de Jacques Lavier, qui est mort depuis belle lurette. Et je trouvais ça intéressant, sauf qu'il cachait un tas de choses. Il ne voulait pas que tout le monde sache ce que c'est. Et bon, alors moi, de mon côté, j'ai essayé de chercher des auteurs un peu plus, on va dire, explicites. Et je suis tombé sur les bouquins de Faubert, F-A-U-B-R-E-T. Alors lui, il expliquait bien ça. Et il avait écrit un gros pavé comme ça, expliquant où est-ce qu'il avait étudié la médecine chinoise. Alors, il avait étudié ça avec Michel Picard à Hong Kong, chez un très grand professeur qui s'appelle le professeur Léon Kokyuen. Alors Picard, c'était, bon, je passerai à ce gars-là plus tard, mais Jacques Lavier aussi a étudié chez ce gars-là, chez le professeur Léon Kokyuen. Donc c'est dans les années 70. Et dans les années 70, il était très difficile pour nous d'aller en Chine. C'était l'époque Mao. On ne pouvait pas y aller. Et un jour, je vois qu'il y a un gars qui s'appelle Michel Picard qui a eu un procès pour exercice illégal de la médecine. Et je me suis dit, tiens, ça c'est incroyable, parce qu'il faisait de l'acupuncture et il a été poursuivi pour ça. Donc moi je me suis dit, tiens, c'est intéressant ça, je vais voir de quoi il en retourne. Et donc je suis allé le voir à l'époque, Michel Picard, il habitait à Pfulgrisheim, à côté de Strasbourg, et je lui ai demandé, moi j'aimerais bien étudier ça. Alors il m'a dit, écoute,
je suis un ancien élève de Léon Kokuen, ce grand maître de médecine chinoise. Ne t'inquiète pas, je vais le faire venir. Bon, il m'a demandé mon adresse et tout, je lui ai donné. Et en 74, il m'a invité à assister à un séminaire. Je ne comprenais rien du tout d'ailleurs. Donc il y avait le professeur Léong avec toute une série de praticiens qui expliquaient l'effet d'un point qu'on appelle le Tai Chong sur la santé des gens. Moi, c'était du chinois, quoi. Alors, là-dessus, bon, je me suis dit, bon, avec ça, je ne vais pas aller bien loin. Puis je demande à Michel Picard, mais ça suffit pas, quoi. Alors il me dit, mais t'inquiète pas, je vais commander les cours de ce professeur. Alors à l'époque, après Hong Kong, il est allé habiter à Salem, aux États-Unis. Je vais commander les ouvrages du North American College of Acupuncture et je vais les traduire. Donc, il a fait ça, il les a traduits, et il m'a dit, ben, puisque je les ai traduits, je vais faire venir le prof à Strasbourg. Comme par hasard, moi j'habitais Strasbourg. Et j'ai suivi alors l'enseignement de ce professeur pendant plusieurs années. C'est un enseignement très très classique en médecine chinoise. Voilà. Et en 76, j'ai voulu voir par moi-même ce que c'était la médecine chinoise. Je suis allé à Singapour à l'époque, parce qu'on ne pouvait toujours pas aller en Chine comme on voulait. Et en 76, je suis rentré à Singapour dans une pharmacie chinoise. Et là, j'ai eu un choc terrible, parce que c'était vraiment ce que je voulais faire, quoi, la pharmacopée chinoise. Alors, j'ai vu toutes les plantes, les trucs. Je suis resté 3 jours là-dedans. J'étais complètement satellisé, quoi. Et c'est une pharmacie traditionnelle, vraiment. Bon, elle n'existe plus. C'était à Northbridge Road, à Hong Kong. Et je suis retourné il n'y a pas longtemps, là-bas, il y a 2 ans ou 3. Et le quartier a été complètement démoli. C'était encore à l'époque un très vieux quartier chinois, avec plein de petites rues, des petits hôtels, des tas de trucs, des marchés derrière les rues et tout ça, des prostituées, enfin des tas de machins, enfin, qui n'existent plus du tout maintenant à Singapour. Et bon, alors, donc quand je suis revenu en France, j'ai dit aux copains, ben, les gars, la médecine chinoise, c'est la pharmacopée. Et moi, je vais étudier ça. Et les autres, les copains, disaient, mais non, tu n'arriveras jamais à étudier ça, c'est un truc purement chinois. Et c'est quasiment impossible pour nous, occidentaux, d'apprendre ça. Bon, moi, j'ai trouvé ça, comment dire, je n'étais pas d'accord, quoi. Et je suis allé voir le prof, je lui ai dit, j'aimerais bien étudier de la pharmacopée chinoise. Alors, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisqu'en 83, alors il y avait des séminaires plusieurs fois par an, ils venaient des États-Unis pour donner des séminaires. Et en 83, pardon, il a débuté l'étude de la pharmacopée chinoise. Et voilà. Donc, j'ai étudié ça pendant plusieurs années. L'application de la pharmacopée dans un tas de domaines, comme ce qu'on appelle le Shaolin, la médecine interne, enfin, toutes sortes de domaines. Et voilà. Alors, le problème qu'il y avait avec ce Michel Picard, c'est qu'il s'était mis entre nous et le prof. Et il s'était mis à composer les formules de pharmacopée. Et les plantes, il disait que ça ne servait à rien qu'on sache le nom des plantes. Alors, il avait mis des codes GR33, RT70, RT03. Qu'est-ce que ça veut dire? RT, c'est root, c'est racine numéro 03. FL01, ça veut dire flower, etc. BK06. Alors, ça ne signifiait rien du tout, si tu veux. Et il voulait faire ça parce que, comme il voulait vendre les plantes, il ne voulait pas qu'on aille voir ailleurs. Et donc, il s'est mis entre nous et le professeur en faisant des tas de codes comme ça, un peu comme les points d'acupuncture, en mettant des numéros comme ça sur les plantes et sur les formules de pharmacopée. Voilà. Donc, au bout d'un moment, on en a eu marre avec des copains. Puis à partir de 88, où il y a eu une espèce de scission, et avec des copains, on a quitté cette école-là. Et je suis parti en Chine avec mes amis et je suis allé voir alors là, on pouvait rentrer en Chine à peu près convenablement.
nous sommes allés à Pékin signer des contrats de coopération avec une association d'enseignement très célèbre qui regroupe tous les anciens de la médecine chinoise qui ont au moins entre 30 et 50 ans d'expérience. Ça s'appelait l'Institut Guangming. Alors on leur a demandé les ouvrages des universités, parce qu'ils avaient écrit des tas d'ouvrages. On est revenu en France, on a fondé un institut qui s'appelle l'Institut Chuzhen de médecine chinoise, et on a traduit ces bouquins. Et on a organisé des séminaires avec ces grands profs. Moi, j'étais chargé de les faire venir de Chine, et mes copains de Paris se chargeaient de la logistique sur place. Parce que pour les faire venir, ce n'était pas évident. Il fallait que je bloque 10 000 francs à l'époque, chaque fois pour chaque prof, pour garantir son séjour et garantir son retour en Chine. Pour pas qu'il y ait d'histoire. Alors, on a suivi ces cours pendant des années. C'était d'excellents cours, hein, avec des sommités vraiment de la médecine chinoise. Parce que Picard aussi il a essayé de nous manipuler en nous disant il n'y a plus rien en Chine, Mao a tout zigouillé, il n'y a plus que le professeur Léong et il est en dehors de Chine, ce qui n'était pas vrai du tout. Parce qu'en Chine, il y a des tas de professeurs avec un niveau vraiment exceptionnel. Alors, on a suivi le cursus. C'est le cursus qu'on appelle le Benk, c'est-à-dire la licence des universités. Et donc, ça a duré plusieurs années comme ça. Et il y a un professeur qui nous a dit, mais maintenant, vous êtes obligés de passer l'examen international du ministère de la Santé chinois qui correspond à la licence. Et donc, j'ai passé un examen d'État chinois pour avoir la licence. Là-dessus, donc, il y avait tous les domaines de la médecine chinoise. Et après ça, c'était un tremplin pour aller en Chine. Donc, après, j'ai poursuivi mes études en Chine, à Pékin et à Nankin. Donc, je suis rentré à l'école doctorale et j'ai fait ma thèse, voilà. Ma thèse de doctorat que j'ai soutenue à Nankin, pardon. Mais tout ça, parce que, Marc, tu as quel âge? J'ai 66. J'ai commencé il y a vachement longtemps. J'avais la vingtaine, hein. Donc j'ai beaucoup j'ai un background assez costaud derrière moi, quoi. Parce que j'ai fait que ça, quoi. Et en fait, maintenant, en Chine, ils forment des Occidentaux, à condition qu'ils aient vraiment la vingtaine, ils te donnent une bourse et toutes les études sont payées. Alors à l'époque, moi non, j'ai dû faire tout ça à la force du poignet. Voilà. Et donc, aujourd'hui, tu es un docteur en médecine chinoise. Je suis un vrai docteur en médecine chinoise. D'accord. Donc, j'ai un numéro et tout. Si tu veux voir mes diplômes, ils ne sont pas là. Ah non, mais je les connais, moi. Oui. Tu as un numéro. Donc, si tu as passé ton doctorat, tu as un numéro sur les diplômes. J'ai un doctorat d'État et j'ai un doctorat d'université. Donc, avec ce numéro, tu vas sur un site qui s'appelle CNKI, tu mets le numéro et tu me retrouves. J'ai des tas de gens qui racontent des choses comme ça qui n'ont rien du tout. Oui, ça c'est le problème de la médecine chinoise aujourd'hui en France, c'est qu'effectivement, il y en a qui, si on a un conseil à donner, c'est de demander les diplômes délivrés par l'État chinois, quoi. Oui, bon, on est très peu, hein. Cela n'enlève rien à comment dire, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de diplôme et qui sont très bons, hein. Il y a des comment appelle-t-on ça, et qui ont appris tout seul un petit peu, quoi. Qui ont appris tout seul et qui ont un super niveau. Mais bon, ça vaut mieux de faire bon, j'ai passé mes diplômes, voilà, quoi. Bon, on n'est pas beaucoup, ça se compte sur les doigts des deux mains et encore en France. Et encore. En tout cas, sur les doigts d'une main. Il y en a une à Nancy. À Paris, il y en a deux. Il y en a un, je crois qu'il est à Bordeaux. Il y en a un à Nantes. Un autre à Bordeaux ou à Toulouse, je ne sais pas, c'est tout. Ouais. Alors moi, vous racontez comment j'ai rencontré Marc. C'était il y a 20 ans. Avant, depuis tout petit, chaque hiver, j'avais les amygdales qui étaient grosses comme ça. On me disait que c'était une amygdalite.
Tous les médecins ont toujours voulu m'enlever les amygdales. J'ai jamais voulu. J'ai eu la chance d'avoir une maman italienne qui me faisait confiance et qu'elle disait bah, si mon fils ne veut pas, vous ne lui enlevez pas. Bah, ensuite, chaque année, je faisais une grosse amygdalite. Chaque année, j'allais chez l'ORL. Chaque année, ils me donnaient des antibiotiques pour faire passer de l'amygdalite. Et il y a une vingtaine d'années, bah, cette fois-ci, ça n'a pas marché, quoi. C'est-à-dire que j'y étais, il m'a donné les antibiotiques, ça n'a pas passé. J'étais malade, je suis retourné, il m'a donné d'autres antibiotiques, ça n'a pas passé. J'étais encore malade. Et là, on m'a dit, tu peux pas continuer comme ça, là. Un jour, un après-midi, j'avais plus de 40 de fièvre, hein, j'étais au bureau. On m'a emmené chez Marc. Et donc, j'ai dit bonjour. Bonjour, bienvenue. Et je lui ai dit, bah voilà, j'ai une amygdalite. Donc là, il m'a regardé le fond de l'œil, il m'a regardé la langue. Il m'a regardé la langue, je t'ai interrogé, je t'ai pris le pouls. Oui, le pouls chinois, on expliquera après ce que c'est. Ouais. Et tu m'as dit, monsieur, vous faites une allergie aux antibiotiques. Là, j'ai pas compris ce qu'il disait. Et donc, il m'a saigné là, au pouce. Et je voyais du sang noir sortir. Je me dis, bon, c'est peut-être l'effet de la fièvre. Il y a du sang noir qui sort. Il m'a donné un traitement à base de plantes. Il m'a dit de rentrer chez moi, de prendre un bain chaud, d'aller au lit. J'allais passer une sale nuit. Entre-temps, il m'avait donné des plantes, 4 gélules à ingurgiter. J'ai senti au bout de 30 secondes un liquide remonter de l'estomac, mais physiquement vraiment écarter les amygdales. J'ai passé une sale nuit, il avait raison. J'ai passé vraiment une sale nuit. Je transpirais tout ce que je pouvais, je me levais toutes les heures. Au début, la première fois, j'ai changé les draps. Après, quand j'ai vu que ça ne servait à rien, je mettais des serviettes pour pouvoir dormir. Donc, c'était vraiment une très sale nuit. Mais au petit matin, c'est là qu'on s'endort le mieux à la limite, je me suis réveillé, plus de température, plus rien. Mais Marc avait insisté pour que je revienne le lendemain, parce qu'il m'a dit votre état est faut quand même que je le surveille. Donc, j'y suis retourné le lendemain. Il m'a dit tout va bien, il m'a renseigné là, et puis c'était du sang rouge qui sortait. Alors je dis tiens, c'est bizarre hier. À cause de la fièvre, je le voyais noir. Il m'a dit non, c'était pas à cause de la fièvre, il était réellement noir. Pourquoi Marc, il était noir? Parce que c'est un point qui collecte les toxines. Hein, c'est pour ça, donc quand le sang est noir, il y a vraiment des toxines de nature chaude, toxines chaudes. On les fait sortir de cet endroit-là. Voilà. Et depuis, je vais vous dire un truc, j'ai plus jamais fait d'amygdalite de ma vie. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai plus jamais fait. Alors justement, en Chine, toi tu m'as souvent expliqué, il y a quand même un truc assez fondamental entre le froid et le chaud. Il y a des aliments chauds et des aliments froids. Des choses qui sont chaudes et des choses qui sont froides. C'est très important ça en médecine chinoise. Oui, en fait, il y a plus que ça. Hein. Il y a des aliments froids, frais, tièdes, chauds. Et c'est une médecine des opposés, c'est-à-dire s'il y a des maladies de nature froide, on donne des aliments de nature chaude ou des plantes de nature chaude et inversement. Voilà, donc tout est classé en chaud, tiède, frais, froid. Voilà. Et souvent, les plantes font partie des légumes, des choses qu'on mange comme ça. Voilà. Bon, pas toujours. Hein. Dans ce que je t'ai donné là pour la gorge, ça s'appelle Yu Huang Kie Tu Bien, c'est-à-dire les pilules à base de vésicule biliaire, non, de calcul de vésicule biliaire de buffle. Voilà. Donc ça, c'est une nature très froide. Parce que tu avais de la fièvre, c'était un état de plénitude, donc il fallait donner ça. Alors c'est vrai que depuis, j'ai eu l'occasion de découvrir la pharmacopée chinoise, elle est juste titanesque, quoi. Voilà. Voilà. Alors, il y a des tas d'âneries qui circulent là-dessus. Il faut faire attention. Hein. Parce que, par exemple, on voit là, souvent, là, récemment, là, il y a 2-3 jours, il disait, oui, la corne de rhinocéros, j'ai jamais utilisé ça de ma vie. Hein. Jamais. Jamais. C'est un produit qu'on utilisait il y a très longtemps, qui avait des vertus fébrifuges et des vertus pour traiter les convulsions infantiles
quand les bébés avaient de la fièvre. Moi, je n'ai jamais utilisé ça de ma vie parce qu'il y a des plantes qui font le même effet. Voilà. Non, mais... Et ça, il y a des gens qui croient qu'en prenant ça, ils vont avoir une sexualité extraordinaire. C'est quasiment impossible. Ah, mais ça fait partie des mythes, hein. Ça fait hélas partie. Ça, c'est une honte, parce qu'il y a des gens qui propagent des conneries comme ça, des choses aberrantes. Ouais. Que, les écailles de pangolin, les écailles de pangolin peuvent être remplacées par un produit qui s'appelle, comment ça s'appelle déjà, une plante qui fait exactement le même effet. On n'a pas besoin de distribuer tous les pangolins, même 2 plantes, même 3 plantes. On peut les associer toutes les 3. Il y en a une qui s'appelle Lulutong, l'autre qui s'appelle Pugonging, et la 3e qui s'appelle Baiwecha. Et donc réciproquement, on met 15 grammes des 2 derniers là, et 30 grammes du premier. Voilà. Et on a exactement le même effet que les écailles du pangolin. Donc c'est ridicule. Il y a des tas de produits de substitution. Il est vrai qu'à chaque fois que tu m'as donné à moi ou à mes amis que je t'envoyais qui avaient différents mots, tu les as toujours traités à base de plantes. Hein. Donc tu fais toi-même la composition, tu envoies ça dans un laboratoire spécialisé, on pourra en parler au sud de la France. Non, pas le sud, à Paris. À Paris, oui. Avant, il y en a un qui était dans le sud, et maintenant il est à Paris, oui. Qui est tenu par une chinoise, hein, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Et on reçoit à la maison des sachets tout préparés. Hein. Des sachets tout préparés. Donc, on va dire schématiquement, il va falloir prendre ce sachet où il y a plein de plantes dedans. Il va falloir les mettre 20 minutes dans de l'eau froide, porter à ébullition tout doucement, arrêter quand c'est à ébullition, et c'est à peu près 20 minutes. Je donne un exemple. Après, évidemment, toi, tu fais, ça peut être différent. On recueille le liquide. On refait une deuxième fois. Et on boit ça, ça fait 1,5 litre. 1,5 litre, on boit ça sur 1-2 jours en fonction de la posologie. Pas 3. Voilà. Ouais, ça dépend des gens. Bien sûr. Et donc ça, on fait, c'est des cures normalement de 3 semaines. Et c'est juste incroyable parce que moi, quand j'avais rencontré mon amie, j'avais tout été étonné un jour, elle sort de son sac un Bricavil pour l'asthme. J'ai dit, bah, écoute, je vais t'envoyer chez Marc, il va te soigner l'asthme. 3 semaines de cure, plus jamais eu d'asthme de sa vie. Là, ça fait 18 ans, quoi. Alors, je ne m'honore même pas de ça parce que je ne fais qu'appliquer ce que j'ai appris, c'est tout. Et j'ai appris correctement dans les règles de l'art, tu vois. Bien sûr. Mais c'est juste incroyable de voir qu'avec 3 semaines d'une cure, il y a plein de mots qui disparaissent en médecine chinoise, quoi. Bien sûr. Et donc, c'est quand que tu as commencé à écrire des livres? Parce que tu es aussi auteur de livres. C'est à partir de quand? Attends, je regardais, je ne me rappelle plus. Alors... Ah bah, tu peux les montrer à la caméra si tu veux. Ça, c'est le tome 1. Non. Un peu plus haut. Voilà, une introduction à la médecine traditionnelle chinoise de Marc Sapriet. Oui, ça date de... Plus c'est une très bonne édition, c'est une édition scientifique. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Ah, ça date de quand, ça, je ne sais plus. Non. Et dans ce premier livre, tu parles de quoi? Là, c'est c'est une introduction à la pensée médicale chinoise. Il n'y a pas tout. Mais en plus, on fait une étude comparative avec mon collègue Patrick Stolz sur les médecines anciennes. Hein. Il y a la médecine hébraïque, la médecine Unani. Unani, ça vient d'Alunan. Hein. Ça veut dire la Grèce. Hein. Parce que la médecine arabe, c'est la médecine arabe, en fait. La médecine arabe, c'est en 2006. Le bouquin, il est sorti en 2006, celui-là. Alors, justement. L'arabe dérive de la médecine grecque, gréco-romaine, quoi. Et la médecine indienne aussi, tu m'avais dit tout à l'heure? Non, la médecine indienne, c'est ayurvédique. Ouais. C'est un autre truc, hein. Ouais, évidemment, il parle aussi des humeurs. Hein, mais il n'y en a que 3, chez les Grecs, il y en a 4. Et c'est pas la même chose. Et donc, je fais une étude comparative en toutes ces médecines. Bon, une petite introduction. Et après, il y a la médecine chinoise qui est développée.
Et je t'avais montré, là, ce matin, je t'avais envoyé un lien Oui, où j'étais tombé, L'amour médecin, le livre documentaire d'Emmanuel Sony Dessaigne. Et tu m'avais dit que c'était très bien fait. c'est bien fait, oui, oui, c'est bien fait. Ça, c'est Et une. on soigne des gens, on ne soigne pas des cas. Voilà, là, c'est exactement comme elle, quoi. Voilà, ça, c'est la base. Vous soignez des gens, pas des cas, et vous vous intéressez aux personnes. Chacun est différent, et surtout, 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 vous cherchez les causes. Vous ne traitez pas les conséquences. Exactement. Alors Moi, je justement, pense sur la médecine occidentale, hein, mais c'est un esprit extrêmement différent. Alors, c'est une médecine très ancienne, hein, il y a quand même 5000 ans. combien? On n'a pas besoin de. Souvent, avec les 4 phases du diagnostic, quand on voit les gens, on sait ce qui se passe. Très souvent, hein, pas besoin d'avoir des tas d'examens et tout. Parce qu'ils croient qu'avec les radios et les analyses, ils croient qu'ils savent tout, mais on ne sait pas tout avec ça. Alors justement, tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais les quatre examens que tu fais? Tu fais l'œil? Alors, c'est l'observation. Déjà, les gens rentrent, déjà, je peux savoir ce qu'ils ont. Hein. L'observation, l'interrogatoire, la palpation, l'auscultation. Voilà. Les pouls et l'auscultation. Voilà. Alors quand tu regardes l'œil, tu regardes la langue, qu'est-ce que tu vois Ah là? non, non, je ne regarde pas l'œil. L'œil, c'est pas de l'auriculothérapie. Ce n'est pas de l'iridologie, hein, ça n'a rien à voir. Ok. Tu regardes la langue. Oui, on regarde l'œil de manière à voir s'il n'y a pas une dilatation de la pupille, s'il n'y a pas un halo vert autour, si elle n'est pas toute resserrée, si le blanc est blanc, s'il n'est pas jaune, s'il n'est pas rouge, voilà. Bon, ça, c'est vite fait. Et donc tu regardes la langue. C'est vraiment la chose très importante, quoi. On ne peut pas ne pas faire attention à ça. À La quoi? langue, La langue. c'est un examen qui permet d'objectiver ce que raconte le patient, comme le pouls. Alors, l'observation de la langue et la prise du pouls sont des examens obligatoires. Si on ne le fait pas, eh ben, on va faire des protocoles comme beaucoup de gens font. Et bon, ils s'en foutent de la langue et du pouls. Migraine, ok, allongez-vous, on vous met des aiguilles. Bon, de toute façon, je pratique presque plus l'acupuncture. Hein. J'utilise que la pharma, quoi. Donc, voilà, donc il faut toujours passer, quelle que soit la, la méthode qu'on va employer en médecine chinoise, parce qu'il y a plusieurs méthodes de soins. Il y a le Tuina, c'est le massage, il y a l'acupuncture, il y a la diététique et la pharmacopée. Alors, qu'est-ce que tu vois dans la langue? Alors, la langue, on regarde déjà la forme de la langue, voir si elle n'est pas étalée, si elle n'est pas fine. On regarde si elle a la trace des dents, si elle n'a pas la trace des dents. On regarde l'enduit, s'il y a un enduit, s'il n'y en a pas. S'il y a un enduit, on regarde l'épaisseur. On regarde si la couleur, si c'est jaune, blanc, brun, noir. On regarde s'il n'y a pas des hématomes sous la langue. Et on regarde surtout s'il n'y a pas des vaisseaux qui sont dilatés. Parce que la dilatation des vaisseaux conduit à évoquer des problèmes circulatoires assez graves. Voilà. Après, quand on prend le pouls, ça permet aussi de conforter ce qu'on a vu avec la langue. Mais des fois, ça ne correspond à rien. Alors des fois, on suit ou la langue, ou le pouls, ou juste ce qu'on voit avec l'interrogatoire. Mais c'est très rare. Alors avec le pouls, c'est la même chose. Il y a 29 poux. Enfin, il y a 28 sortes de poux. Alors ça n'a rien à voir avec le pouls occidental. On prend le pouls à gauche et à droite. Et avec cela, donc, c'est une méthode qui s'appelle la méthode de Li Chichen. Donc la nature du pouls, la forme du pouls, c'est comme si on devait déterminer si c'est du plastique, du métal, du bois ou des choses comme ça. C'est-à-dire on prend le pouls et au-delà de la fréquence cardiaque, le pouls doit battre normalement entre 4 et 5 respirations complètes du praticien, qui lui a une respiration calme. Et si ça dépasse, on dit qu'il y a des problèmes de chaleur interne, et si c'est plus lent, il y a des problèmes de froid. Et après, il y a la forme du pouls. Il y a le pouls glissant, le pouls rugueux, le pouls superficiel, le pouls profond, le pouls creux, le pouls vide, enfin, il y en a plein. Et chaque fois, c'est autre chose.
Et chaque position avec chaque doigt, il y a avec les 3 doigts à droite et 3 doigts à gauche, correspondent à la prise de pouls de systèmes fonctionnels comme le cœur, le foie, les reins, le rein, la vessie. Et d'autre côté, c'est le poumon, la rate pancréas, le rein droit, l'intestin grêle, enfin, voilà, toutes ces choses-là, quoi. Hein. Et donc, c'est le pouls de système fonctionnel. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est pas forcément, quand on dit un problème de foie, c'est pas forcément un problème de foie. C'est un problème au-delà de l'organe, des fois. Alors, des fois, l'organe peut être malade, c'est une cirrhose, une hépatite, mais des fois, pas du tout. Il peut y avoir un problème de foie parce que les symptômes du système fonctionnel du foie, ce sont les maux de tête et les vertiges. Le cœur, c'est les palpitations et les insomnies, par exemple. C'est très curieux. Hein. La rate, c'est les problèmes de digestion, hein. Les diarrhées, la fatigue. Le poumon, c'est de la toux et de l'essoufflement. Le rein, c'est des problèmes lombaires et des problèmes d'urine, enfin des choses comme ça, quoi. Et donc, tout ça, c'est bien répertorié. Bon, ça, c'est quelque chose de très, très succinct. Ça fait partie de la théorie des méridiens. C'est-à-dire que ce sont des systèmes fonctionnels. Parce que si on commence on dit, ah, monsieur, vous avez un problème de rate, la personne il faut aller voir son médecin qui dit, ouh là là, vous avez un problème de rate, on va faire une échographie et il n'y a rien. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses. C'est très différent. Voilà. Et la différence, elle vient pas justement de ce que tu as dit tout à l'heure, qu'on n'a pas entendu que la médecine chinoise avait 5 ans. Oui, c'est ça. Donc, c'est au-delà de l'ancienneté, où il y a des centaines de millions de gens qui sont passés par ça. Il y a, en plus, c'est une médecine savante, il y a des milliers de bouquins savants de médecine qui ont été écrits jusqu'à maintenant. Hein. Donc, tout ça, avec tout ça, il y a, si tu veux, de la matière à étudier, quoi. Il faut vraiment comprendre ça comme système fonctionnel et pas du tout comme l'organe. Alors, ça arrive, hein. Par exemple, des problèmes de foie peuvent occasionner des problèmes gynécologiques ou des problèmes oculaires. Alors, il faut distinguer également entre les maladies d'origine externe et interne. Interne, c'est justement la maladie des systèmes fonctionnels, et externe, eh bien, par exemple, conjonctivite, c'est pas le foie. C'est une atteinte, par exemple, externe de vent-chaleur. C'est une atteinte du vent, le vent et de la chaleur, ou du vent froid. Donc, selon les symptômes, on arrive à classer ça avec le pouls et la langue. Donc, c'est très, très compliqué. En plus, la médecine chinoise, c'est aussi une médecine préventive. On fait des choses justement en prévention d'eux. Alors, on fait des choses en prévention d'eux, mais on ne se passe pas que là-dessus, puisque ça voudrait dire qu'on va ne soigner que des gens en pleine forme, et puis quand ça ne va pas, non. On soigne des gens qui ont vraiment des vraies maladies, quoi. Et toi, tu es devenu aujourd'hui un grand spécialiste d'un type de cancer, le cancer du pancréas. Non, du sein. Cancer du sein. Oui, du sein. Parce que j'ai fait ma thèse là-dessus. J'ai fait ça avec des statistiques robustes. Donc, j'ai fait vraiment un gros boulot, quoi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui vient chez toi. Oh ben, il n'y a que ça, hein. Je pourrais travailler jour et nuit. Hein. Oui. Dimanche compris et tout. Hein. Ouais. Et donc, c'est que ça donne des résultats. Bah, évidemment. Sinon, je ne le ferai pas. Hein. Parce que ne pas avoir de résultats, à la fin, ça te casse la tête. Hein. Tu vois. Et tout ça en faisant zéro pub, évidemment, parce que tu n'as pas le droit. Ah non, je ne fais pas de pub du tout. Je ne vais pas en faire, ça ne sert à rien. Voilà, donc il faut avoir la vocation si on veut faire ça, puis vraiment... Mais c'est bien de savoir aujourd'hui cette ouverture de la Chine à former des Occidentaux à leur méthode. Bah oui, c'est une super médecine. Hein. Est-ce qu'il faut savoir parler chinois pour faire la médecine chinoise? Alors au début, moi je parlais chinois, mais comme je n'ai pas beaucoup pratiqué, ça s'est évaporé. Mais les cours que j'ai eus à Nankin et à Pékin, c'est en anglais et en chinois. Par contre, il faut savoir très bien le chinois médical.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Et donc, les méridiens dont tu parlais, donc là, on a bien compris avec toi qu'en fait, tous les organes sont liés, quoi. Tout est lié. Et que c'est quoi ces méridiens? Ça passe par quoi? Ça passe par le sang, ça passe par la lymphe, ça passe par de l'énergie, ça passe par Où quoi? est-ce que c'était maintenant? Ils appellent ça le système primo-vasculaire. Ils ont fait des découvertes scientifiques, parce qu'à un moment, ils disaient que ça n'existait pas. Exact. Voilà. Donc là, la médecine occidentale vient de trouver effectivement ce système primo-vasculaire, alors que vous, enfin, oui, je te dis vous, les Chinois, vous l'utilisiez déjà. Depuis perpète, bien sûr. D'accord. Et alors, c'est quoi ce système primo-vasculaire? Alors, c'est un système de petits vaisseaux qui est en relation avec le système neurologique et le système circulatoire en même temps. Voilà. Maintenant, en médecine chinoise, on s'en fout. C'est le système des méridiens, c'est tout. Et ça correspond aux cartes de méridiens que tu vois n'importe où. Ça correspond exactement au même truc. Et c'est là, pour ceux qui pratiquent l'acupuncture, qu'ils mettent les aiguilles sur ces lignes méridiennes. Ils mettent ça sur des points localisés sur les méridiens, après avoir déterminé quel point il faut utiliser. Ça, c'est passionnant. Et si tu devais conseiller aujourd'hui à un jeune de s'aventurer là-dedans, c'est combien d'années d'études? Bah, c'est long. Il faut d'abord passer par une école sérieuse en France qui prépare aux 6 années de licence. Et ça, c'est après un tremplin pour aller en Chine et faire la suite des études. Donc, il n'y en a que 3 en France. Il y en a une à Paris que j'ai fondée avec des copains, c'est l'Institut Choujen. Il y en a une à Lyon qui s'appelle l'Institut Guangming, attends, pas Guangming, non, qui s'appelle Yangming à Lyon. Et il y en a une autre à Toulouse qui s'appelle l'Institut Yang de médecine chinoise. Il n'y en a que 3. Tout le reste, c'est des petites écoles où tu n'es jamais sûr de l'enseignement. Alors, comment t'expliques, par exemple, qu'en médecine occidentale, on ne sait pas traiter l'asthme aujourd'hui, on prend une maladie quand même qui n'est pas dangereuse, et qu'en médecine chinoise, en 3 semaines de tisane, c'est dangereux l'asthme. Il y a des gens qui meurent de crise d'asthme. C'est vrai aussi, oui. Bah, il faut faire un diagnostic correct et puis le traitement adéquat. Voilà. Et si tu devais définir la pharmacopée chinoise, tu pars des fois souvent en Chine, tu me dis je vais cueillir des plantes, je vais faire de la visite. Non, je ne vais pas cueillir. Non, mais des fois. Des profs, ouais. Je vais consulter, je vais me balader dans les pharmacies, j'achète des trucs, puis je reviens. Puis voilà. J'achète plein de bouquins. La dernière fois que j'étais à Pékin, j'ai acheté 30 kilos de bouquins. Enfin, Et cette pharmacopée chinoise, elle est composée que de plantes ou il y a aussi, souvent on entend, tu sais, aujourd'hui on cherche toujours en médecine occidentale des molécules, donc on va en Amazonie, on cherche des plantes un peu rares, on cherche des venins de mygale, on cherche des venins de serpents pour essayer de voir si ça n'a pas une action sûre, alors que moi j'ai l'impression que la Chine a déjà découvert tout ça. Oui. C'est-à-dire, il y a 3 utilisent des produits phyto, enfin de plantes. C'est dans la majorité des cas. C'est 90% ce sont des plantes. Il y a 5% de produits minéraux. C'est des choses extrêmement banales. C'est du talc, par exemple, du gypse, enfin des trucs comme ça, quoi. De l'oxyde de fer, enfin des trucs vraiment, de la rouille, quoi, des trucs comme ça. Et produits animaux, on n'en utilise aussi que 5%. Donc là, il y a produits animaux, c'est la coquille d'huître, les ormeaux, c'est des trucs qu'on mange de toute façon, le ver de terre, le scorpion, appelle-t-on ça, le scoloprendre, enfin des choses extrêmement. Il n'y a pas de rareté là-dedans, quoi. Ouais. Il n'y a pas des trucs qui sont transcendants. Vraiment, pas du tout. Vraiment pas du tout. Mais c'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est évidemment, quand on a 5000 ans d'histoire,
souvent la médecine, et même la médecine occidentale, est empirique, hein, et donc cet empirisme fait qu'on trouve à un moment la chose, la plante, la composition de plantes qui vont bien pour guérir un mal, et j'ai l'impression que l'Occident court après. Alors bon, il est sûr aussi que l'Occident préfère une molécule que l'on peut breveter, tandis que là, dans tout ce que toi tu nous racontes, il n'y a rien qui est brevetable. Non, tu vois les gens, c'est du sur-mesure tout le temps. Tout le temps sur mesure, tout le temps, sauf pour des petites bricoles, quoi. Et chaque fois que je vois quelqu'un, je fais un traitement de plante sur mesure. Voilà. Il n'y a rien à faire, hein. C'est comme ça. Bon, alors les études, après, il faut compter jusqu'au doctorat, c'est 13 à 15 ans. Donc c'est plus long qu'en Occident. Plus long. Bah, évidemment, parce qu'il y a 5000 ans d'histoire à apprendre, c'est beaucoup plus long qu'une centaine d'années, quoi. Et donc les grands, tu connais de grands professeurs chinois, toi? Oui, très célèbre, oui. Et eux, tu dis qu'ils tournent dans le monde entier faire des conférences et qui sont très écoutés. Oui, dans le milieu de la médecine chinoise, là j'en ai vu un il y a. J'étais à Zurich il y a 10 jours. Ouais. J'ai une sommité, quoi. Et il te reçoit comme un copain, enfin, c'est vachement bien, quoi. Ça, tu me dis si souvent, c'est-à-dire que t'as pas l'impression d'être avec une sommité, c'est des gens qui sont restés très, très simples. Très simple. C'est des gens très cultivés. C'est la vieille Chine, tu vois, c'est la vieille Chine. Et aujourd'hui, toi qui vas souvent en Chine, comment la Chine se prend de plein fouet l'Occident avec. Elle s'adapte, hein, mon vieux. Oh. Moi, j'ai connu la Chine avec des vélos. Hein. Ouais. Je suis arrivé avec des vélos. Maintenant, c'est plus moderne qu'ici. Hein. Non, mais je veux dire, en médecine, est-ce qu'aujourd'hui, un Chinois, par exemple, qui habite Shanghai, un trader de Shanghai, est-ce qu'il va voir un médecin style occidental ou ils sont restés dans leur tradition chinoise? Non, ils font comme ils veulent. Ou il y en a qui prennent que la médecine occidentale, d'autres la médecine chinoise, ou les deux. Comme ils veulent, comme ça. Donc en Chine, quand on dit que c'est une dictature, il n'y a pas d'interdit, quoi. Un médecin occidental peut exercer en Chine librement. Ah non. Ah. Non, c'est pas comme ça. Alors, la médecine chinoise, il y a de la médecine occidentale chinoise. Il faut avoir fait des études et être diplômé de là-bas. Ils sont assez balèzes. Hein, voilà. Mais c'est quoi la différence entre la médecine occidentale chinoise et la médecine traditionnelle chinoise? Ça n'a rien à voir. La médecine occidentale chinoise, c'est comme ici. Mais avec beaucoup de moyens. Vraiment beaucoup de moyens. C'est-à-dire? Ils ont des scanners de toutes les couleurs, enfin des IRM, ils ont tout, quoi. Et puis très riche, quoi. Et donc, est-ce qu'on assiste à un petit peu à un choc des cultures entre les deux? Non, pas du tout. Et est-ce qu'il y a un mixte? Est-ce que c'est pas parce qu'on va faire un IRM qu'on va obligatoirement avoir des antibiotiques? On peut très bien faire un IRM et avoir. Ça dépend. Bon, j'ai vu par exemple un monsieur qui faisait des crises d'épilepsie parce qu'il avait dans le cerveau des vers, enfin des ascaries, des asticots. Et ils ont fait une IRM et il prend des plantes chinoises parce qu'il fallait lui percer le crâne et puis c'était pas sûr que ça marche. Tu vois, en médecine occidentale, donc il prenait des plantes pour ça. Moi, je l'ai vu de mes yeux, ça. Et ça, c'est fou, ça, parce que c'est vrai que tu disais, une fois, Michel Dogna disait, vous donnez des médicaments contre les vers pour vos chats et pour vos chiens, et vous pensez que ça a disparu pour l'homme. C'est encore une réalité, ça, même pour nous en France. Oui, bien sûr. Moi, j'ai vu une dame il n'y a pas longtemps. J'ai eu une dame qui avait des démangeaisons mal placées. Elle était voir un tas de médecins. Et c'était le pire la nuit. Je savais ce que c'était. Hein. C'était des vers, des petits vers blancs, là. C'est ça, c'est tout. Hein. Et ça, ces vers, bien, tu viens de dire qu'il peut y en avoir dans le cerveau, il peut y en avoir dans le foie, il peut y en avoir partout. Oui, mais bon, ici, il n'y a pas trop ça. Mais là-bas, c'est fréquent, quoi. Oui, mais ici, il peut aussi y avoir. Il peut y avoir. Et ça se fait tout de suite un gros truc. Hein. Ouais, tu vois, alors que là-bas, bon, c'est bon. Ouais. Là-bas, c'est classique, mais ces vers-là, on les traite très bien avec la médecine chinoise. Dans le cas que tu as cité, là, quand même, des vers au cerveau, ça, je n'avais jamais vu. Ils ont réussi avec les plantes à le guérir?
Alors, je suppose, bon, j'ai pas suivi tout, hein. Je l'avais vu à Pékin il y a longtemps, et voilà, mais alors, je sais pas parce que j'ai pas vu la suite. Mais d'après le professeur qui s'appelle professeur Deng à l'hôpital Suanou où j'étais interne, il n'y avait pas de problème. Mais c'est dingue ça quand même, que ça donne des crises équivalentes. C'est-à-dire vraiment, il faisait des crises d'épilepsie. Bah, c'est normal, hein. Pourquoi? Bah, parce que tu as un obstacle dans le cerveau et ça fausse la neurotransmission, puis les gens font des crises d'épilepsie. Comme s'il y avait un hématome dans le cerveau, ça fait ça. Tu vois? C'est dingue ça. Tu peux Ouais. nous citer d'autres cas que tu as vus en Chine, que tu as eu quand tu étais. Bah, j'ai travaillé dans le service des grands brûlés. Ouais. Alors là, ils ont des trucs. Là, j'étais bouche bée, hein. Pourquoi? Tu peux raconter? Bah ouais. Ils ont des produits, des pommades qui traitent le deuxième degré profond, c'est pratiquement le troisième degré. Et j'ai vu des gens où il n'y avait même plus de cicatrices, plus rien du tout. Ils sont même pas dans des chambres stériles, ils sont dans des chambres normales. Et ils ont une très bonne alimentation à l'hôpital. Et tous les jours, on les badigeonne avec ça. Je l'ai vu, hein, j'ai vu un gars qui a reçu un jet de vapeur à 200 degrés. J'ai vu un type qui est tombé dans une aciérie sur une plaque d'acier qui sortait d'un minoir, tu vois. J'ai vu plein de trucs, hein. C'était incroyable, quoi. Et alors, il y avait le service aussi des attaques cérébrales. J'étais d'ailleurs avec un copain médecin de médecine occidentale et on a vu un monsieur qui est arrivé en ambulance, qui avait le visage de travers, qui était complètement paralysé, tout ça. Et 3 jours plus tard, on l'a vu en train de marcher et tout, quoi. Bon, avec de l'aide, hein. Et le gars, enfin, le médecin, là, Gérard Leblay, il a dit, il était sur le cul, quoi. Il ça en France, ça n'existe pas, quoi. Et c'est extraordinaire ça. Ouais. Mais ça, c'est incroyable ça. Mais pourquoi cette pommade? Enfin, je ne sais pas moi, pourquoi ils exportent pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a que des plantes dedans. Il y a de la chenchoufen dedans, il y a de la poudre de perle, pas de perle à pimpin, hein, de la perle d'eau douce. Il y a des plantes refroidissantes, il y a des tas de trucs vachement efficaces. Et, je veux dire, la Chine, elle est connue pour exporter. J'ai envie de créer une marque de t-shirt en 3 mouvements et 3 semaines plus tard, j'ai ma marque de t-shirt. Pourquoi ils exportent pas ça? On les achèterait, non? Qui est-ce qui sait utiliser ça? Hein? Ouais. C'est le problème, c'est tout. Par contre, tu as dit un truc qui m'intéresse là. Tu dis, à l'hôpital, ils ont une très bonne alimentation. Ah oui. Bah, ici, c'est de la merde quand tu t'es à l'hosto, ce que tu bouffes, c'est de la saloperie. Et là, tu as vraiment une alimentation de haut de gamme, quoi. Vachement bonne, adaptée à ta constitution, à ta pathologie, tu vois. Ici, c'est zéro, quoi. C'est minable, à comparer, c'est minable. Attends, tu veux dire qu'en Chine, quand tu vas à l'hôpital, que tu as une maladie, non seulement ils te font un traitement sur mesure pour cette maladie, mais en plus ils te donnent une alimentation sur mesure par rapport à ça? La diététique. C'est hallucinant. Bah, je te le dis. Eh, mais chez nous, tu as Sodexo, quoi. Tu as le gars qui arrive le matin. Merde, quoi. C'est ça. C'est Ce qui veut dire que pour la médecine chinoise, ce que l'on mange, c'est un médicament. bah oui. On dit les médicaments et les aliments ont la même source. Ça, c'est une expression de la médecine chinoise. Mais là, c'est fabuleux. Tu m'en bouches un coin. Parce que, tu dit, quelles sont les branches de la médecine chinoise? Il y en a une qui s'appelle la diététique. Ouais. Et voilà, donc la diététique, voilà, on fait attention à ça. Et c'est pas lipides, glucides, protides comme ici. Ça va vachement plus loin. C'est de la merde, hein, franchement. Ouais. C'est vraiment de la merde. C'est une honte de donner à manger à des malades et de la saloperie comme ça, ici. Alors ça va plus loin, ça veut dire quoi? On va, comme tu l'as dit, ça c'est un aliment froid, ça c'est un aliment chaud, ça c'est épicé, c'est pas épicé, c'est dire voilà, ça va il y a tel problème, il faut que traiter tel système fonctionnel, on va mettre tel aliment qui va aller au foie, tel autre qui va aller au rein, par exemple, etc. D'accord. Donc en médecine occidentale, chacun a ses petites boîtes personnalisées avec les médicaments dedans. En Chine, eux, ils font ça par l'alimentation. Entre autres, oui. Et ça, c'est fou, ça. Et tu as écrit un deuxième livre. Oui, il est là.
Et alors, lui, il traite de quoi? Éthiopathogénie, outil diagnostique et raisonnement clinique. Oh, punaise. Ouais, montre-le. Non, ouais, là, ouais. Alors, c'est quoi ça, éthiopathogénie? C'est à la cause de la pathologie. C'est ça, éthiopathogénie. C'est-à-dire, tu peux nous À donner, la cause des maladies. par exemple, donne-nous un exemple. Bah, ce que tu as dit tout à l'heure. Quelqu'un vient avec, bon, je prends un truc simple, Mhm. des maux de tête, avec des vertiges, les yeux rouges, voilà, bon, un truc tout simple. Hein. On va Mhm. traiter le foie. On ne va pas traiter le foie. Le foie, on va traiter le système fonctionnel du foie. Et c'est très souvent lié aux émotions. Donc, on va traiter les émotions en même temps. Alors, comment les émotions, je sais pas, émotion, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui vient d'avoir une très mauvaise nouvelle, quelqu'un qui vient de... Oui, il a une colère noire qui a pété les plombs, ou je ne sais pas quoi, n'importe. Mais ça, en médecine occidentale, on s'en fout complètement, quoi. Eh bien, pas en médecine chinoise, c'est ça la cause du problème. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais là, là, on englobe le tout, quoi, hein. La nourriture, les émotions, les humeurs, les liens entre les organes, on va dire, c'est 4900 ans d'avance, quoi. Ah ouais, c'est une vieille histoire, quoi. Mais c'est incroyable. Là, je comprends pourquoi il y a 13, 14 ans, 15 ans d'études pour pouvoir aborder tout ça. On aborde l'homme dans sa globalité, quoi. Exactement. Et alors, il faut étudier les textes anciens, hein, le Wenping, le Shanlun, le Rankin Eiting, enfin plein de bouquins qui ont 3000 ans, 2000 ans. Est-ce que tu as déjà eu à traiter, Marc, aujourd'hui, hélas, la maladie qui arrive et qui est à la mode, les burn-out? Voilà, ce matin, j'ai vu quelqu'un qui avait ça. Et ça, donc, tu lui fais un traitement personnalisé pour lui. Oui, bah, bien sûr. Il y a un truc que tu sais pas faire? Bah, il y a des trucs que je ne sais pas faire. Hein. Moi, je ne suis pas le dieu de la médecine. Hein. Non, bien sûr. Toujours, je donne le meilleur de moi-même, si tu veux. Tu m'avais dit il y a un jour, il y a longtemps, hein, que quand tu savais pas, tu avais ton professeur qui venait, enfin, je sais plus, tous les 1 ou 2 ans. Oui, je peux demander, oui, je peux demander. D'accord. Et lui, est-ce que tu l'as déjà vu, ne pas savoir répondre? Non, non. Ça doit être impressionnant. Des fois, c'est trop tard. Voilà. Ah, oui, oui, parce que hélas, souvent, eh bien, on essaye, dans la médecine occidentale et on vient seulement dans d'autres médecines quand il n'y a plus d'espoir en médecine occidentale. Oui, mais des fois, ça marche quand même. Hein. Et je sais bien, je sais bien. Qu'est-ce que tu as envie de dire encore comme exemple d'un truc que tu as vu qui t'a frappé, que tu as envie de nous raconter? J'ai vu une dame Ouais. il y a, il y a 6 mois. Mhm. Elle avait un lymphome. Mhm. Et rien ne marchait. Hein. Elle a fait des greffes, des tas de trucs. Rien ne marchait. Mais rien. Et elle est allée à Strasbourg voir les grands profs qui ont dit on a des traitements expérimentaux pour vous. Alors, ils lui ont donné, puis à un moment, elle avait un ganglion qui sortait. Bon, moi, j'ai lui donné un traitement qui traitait un truc très, très global, une formule vraiment dérisoire, un truc dérisoire. Elle a pris ça, ils étaient sûrs, ils ont dit ah, vous avez un ganglion là, on va l'analyser, on va vous donner d'autres nouvelles molécules. Ils ont extrait le ganglion, rien, plus rien. Donc, ils étaient là complètement hagards. Et alors, là, ils ont dit bah, écoute, on va surveiller. Et des exemples comme ça, je pense que tu pourrais m'en donner Oui. quelques centaines. Oh, il y en a, il y en a. Et pas que Je ne me rappelle toi. même plus. Tu sais. Ouais. Et donc, pour ceux qui ont besoin de toi, hein, je mettrai le site, de petites pages internet que tu as. Tu as une malheureuse petite page avec juste. Oui, j'ai pas le temps de m'en occuper. Bah Et c'est non. même pas réactualisé. Non. Ah non, elle est très vieille, je confirme. Et donc, tu es sur Colmar. Colmar, c'est une ville qui est située entre Strasbourg et Mulhouse. Oui, voilà. Et tu as aussi formé quelqu'un qui a pris ton ancien cabinet sur Strasbourg.
Alors, je ne l'ai pas formé, je suis allé le chercher en Chine, parce que comme je ne voulais pas rester à Strasbourg, je suis allé chercher Jocelyn Larousse, qui a fait le Benke les 6 années complètement en Chine. Et donc, il a pris le relais, quoi, puis c'est tout. Ouais, super. Maintenant, en Alsace, on a 2 bons médecins chinois. Voilà. Et ça, c'est super. Et voilà. Moi, je te trouve très en forme pour tes 66 ans, et puis tu as des cheveux bien noirs, monsieur Marc. Je suis un balèze. Hein. Et ton épouse, elle, fait des massages chinois. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Non, elle fait un truc, elle veut plus faire de thérapie. Donc, elle a appris un truc qui s'appelle le massage des 12 méridiens. C'est un massage qui dure 1h30, c'est un grand massage de détente. Elle a appris ça avec un vieux prof à l'hôpital Dongzhemen à Pékin. Et elle a appris également le Kobido. C'est un massage japonais du visage qu'elle a appris au Japon, avec une famille qui est détentrice de ce savoir depuis plusieurs centaines d'années. Et ça s'appelle la voie ancienne de la beauté. C'est pour les femmes, c'est un traitement de lifting avec des plantes et un massage où on désynchronise la main gauche de la main droite, comme si on jouait au piano. Et alors ça fait... bon, je crois que c'était des conneries, c'est pas du tout, c'est un truc tout à fait surprenant, quoi. Mais ça fait quoi? La médecine chinoise, ce truc. Les méridiens, tous les méridiens se réunissent à la tête. Donc par le visage et la tête, on arrive à traiter toutes sortes de maladies. Mais attends, quand tu dis que pourquoi c'est réservé aux femmes? Hein? Non, la plupart des femmes veulent ça parce que c'est lifting et tout ça. Mais il y a des hommes qui font ça aussi. Et c'est-à-dire lifting? Eh ben, les rides, la peau à tatiner, je sais pas moi. Et l'autre massage là de 1h30, ça fait quoi lui? Ah, lui, c'est un très grand massage de détente. Il y a des mouvements du Tuina. Il y a l'Ofa, Gongfa, Tsafa, enfin des frottements, roulés, machin, tout ça. Et ça permet d'avoir un effet très puissant sur le relâchement général, quoi. Des roulés palpés, c'est ça? Non, pas du tout. Ouh là là. Ah. Des mouvements très techniques, c'est très, très technique. D'accord. Donc elle a appris ça longtemps. Bon, elle sait faire les torticolis, les lumbagos, tout ça, mais elle n'a pas envie. Elle ne veut plus faire de la thérapie, elle veut faire du bien-être. Je me souviens d'avoir emmené ma petite fille quand c'était un bébé chez toi, parce qu'elle n'arrivait plus à aller à la selle. Tu lui avais fait des roulés palpés dans le dos. Oui. On avait à peine eu le temps de rentrer à la maison que tchoupou. Oui, c'est une technique, ça. Hein? Mais c'est passionnant, on pourrait en discuter des heures, c'est vraiment passionnant, la médecine chinoise. T'as envie de rajouter autre chose? Non, ça va, c'est bon. Hein? Voilà. Ben, écoute Marc, moi je te remercie énormément, ça m'a fait plaisir de faire cette Merci Sylvain, moi aussi. Je sais que tu as un agenda de ministre, hein? Tu as bien voulu prendre 1 heure pour moi, c'était vraiment très gentil. Ouais, non, c'est normal, on se connaît depuis longtemps, on est des amis, hein. Alors là, ouais, plus de 20 ans, mais bon. Allez, je te souhaite une excellente journée, Marc. Bon week-end, à bientôt. Au revoir. Bye. Ciao. Ciao. Ciao.